Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la THM, la télévision à votre image. Aujourd'hui, à l'émission Les Beaux Dimanches, nous allons parler d'un sujet assez sensible, la délinquance chez les jeunes à Montréal. Et à cet effet, nous avons deux invités. Il s'agit de Ali Nestor, qui est directeur de l'organisme Ali et les Princes de la rue. Et nous avons à son côté Franz Delis, qui lui-même est le fondateur de RISC. Il est aussi intervenant social. Messieurs, bonsoir. 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 Merci d'être là et soyez les bienvenus. Merci de l'invitation. Monsieur, nous allons parler de délinquance chez les jeunes à Montréal. Et vous êtes bien concerné par la question parce que vous évoluez dans le domaine, vous aidez des jeunes délinquants à Montréal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Bonjour, merci de l'invitation. Moi, je dirige un organisme que j'ai fondé déjà depuis près de 15 ans, qui est un organisme à but non lucratif, bien sûr, qui a été mis sur pied pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Donc, la délinquance est un terme que j'utilise beaucoup moins, donc j'utilise beaucoup plus le terme de jeunes en difficulté. Donc, les jeunes qui se retrouvent dans la délinquance, ce sont des jeunes qui ont passé par différents types de problèmes, souvent des problèmes d'identité. Donc, c'est ce qu'on fait à notre organisme. Donc, on a instauré plusieurs programmes, dont un programme scolaire, un programme d'aide aux devoirs, un programme sportif. Donc, tout ça pour but de ramener les jeunes sur le droit chemin, de les ramener vers l'éducation. Et qui est Ali, pour bien comprendre? Ali, c'est un jeune lui-même qui a eu des difficultés jeunes, qui a connu ce que c'était que de se retrouver dans la rue, qui a trouvé son chemin à travers les sports de combat. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer à travers les sports de combat, ce qui m'a permis par la suite un jour de pouvoir bâtir une entreprise, bâtir un programme d'aide pour venir en aide aux jeunes et être ce que je fais aujourd'hui, quoi. Parfait. Franz? Bonjour, ça va bien? Mon nom c'est Franz Delis, je suis travailleur social à la DPJ, mais aujourd'hui je suis vraiment à Saint-Citoyen et président de mon organisme communautaire qui s'appelle le RICS, Regroupement international des causes sociales. Qu'est-ce qu'on fait? On a des objectifs, vraiment, c'est innover des projets et aussi aider les projets existants. Par exemple, nous autres on croit qu'on ne doit pas réinventer la roue, c'est vraiment de se mettre les bonnes personnes compétentes pour faire avancer les projets. Et aussi, ça fait 23 ans que je travaille dans la communauté avec des jeunes qui ont des difficultés. Tantôt, Ali disait que lui, il n'utilise pas le mot délinquance. Moi, je vais pouvoir l'utiliser parce que j'ai quand même travaillé pendant 5 ans avec des jeunes en prison juvénile. Ça veut dire que pour moi, c'est important. Quand on parle de délinquance, il y a le mot délinquant puis il y a le mot délit. Ça veut dire que c'est un jeune qui a commis des délits. Fait que je suis un homme passionné et très déterminé pour donner mes expériences avec ces jeunes-là, parce que qu'est-ce que j'ai pas eu quand j'étais jeune? Je suis quand même un produit de Montréal, ça fait 30 ans que je vis au Québec, et moi je peux vous dire que c'est le sport qui m'a sauvé, qui m'a resté loin de tout ce qui est gang de rue, tout ce qui est la police, fait que voilà. Mais Ali Nestor, vous êtes sportif, Oui. boxeur et vous pratiquez les arts martiaux. Avez-vous gagné des prix dans le passé ou des ceintures Oui, j'ai eu l'honneur de gagner championnat du Québec. Au niveau de la boxe, championnat du Québec, championnat canadien, championnat au niveau international et un championnat du monde aussi. Au niveau de la boxe, au niveau des arts martiaux, j'ai été couronné à quelques reprises des championnats nord-américains, championnats panaméricains. J'ai pas participé aux Jeux mondiaux, mais grosso modo, ça ressemble un peu à ça. Ok. Et de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Les plus beaux victoires, je les ai à travers les jeunes à travers les jeunes avec qui je travaille, c'est eux autres qui m'apportent les plus belles victoires de réussite. Parce que, voyez-vous, j'ai eu la chance de gagner plusieurs championnats. On est champion du monde ou champion, peu importe de quoi, champion du Québec un jour, mais le lendemain, on devient ex-champion.
Lorsqu'un jeune devient un champion de la vie, le jeune a réussi, c'est un champion de la vie, donc il est là pour la vie. Quand tu as amené un jeune du point A au point B, qu'il a réussi, qu'il est rendu à l'université, au cégep, peu importe, il a son métier, c'est une victoire de vie. Donc pour moi, c'est beaucoup plus ce que j'ai accompli aujourd'hui qui représente les plus belles victoires. Je suis parfaitement d'accord. Franz, parlez-nous brièvement de RISC. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites l'organisme RISC? Le RISC, c'est vraiment, comme je dis, on lutte contre les inégalités sociales. J'ai une belle équipe du conseil d'administration. On est 10 personnes. Puis les 10 personnes, c'est tous des professionnels, passant de travail social, des infirmières, des pasteurs, des gens qui travaillent à la justice, des spécialistes en santé mentale, des spécialistes aussi en toxicomanie. Fait qu'on a vraiment une belle équipe toute bien montée parce qu'on disait que nous, on peut être la ressource humaine aussi. Voilà pourquoi on existe, ça fait depuis 2015, ça fait seulement 2 ans. On est plus au niveau international aussi. Le premier projet qu'on a travaillé, c'est vraiment sur les droits des diasporas, des Haïtiens. On a travaillé avec 25 pays au niveau international. Avec un groupe qui s'appelle Front Uni. Front Uni, ils ont travaillé sur les 10 points les plus importants en Haïti. Et présentement, cette équipe-là, c'est les autres qui ont travaillé aussi sur la double nationalité haïtienne, il y a beaucoup de controverses, mais c'est quand même, ça fait 10 ans que les gens travaillent là-dessus, fait que c'est avec ces gens-là qu'on travaille plus. Là, j'ai commencé à attaquer tout ce qui est au niveau à Montréal, fait que on aide beaucoup les autres organisations, fait que moi, je me déplace souvent, on me voit souvent dans les réseaux sociaux, fait que je vais aider les gens à vraiment à innover les projets. Et aussi, cette année, nous avons un bon projet d'envoyer 50 enfants en Haïti à l'école. Puis c'est nous autres qui va débourser cet argent-là. Fait qu'on veut vraiment commencer à donner nos temps à Montréal au niveau international. À chaque année, je m'en vais faire un camp avec une autre organisation. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est 60 à 80 enfants. Moi, je m'occupe de tout ce qui est rapport le volet sportif et les disciplines. Et aussi, je suis conférencier aussi. Je donne traiter les termes, l'identité, la délinquance, les disciplines, les troubles de comportement. Fait que tout ce qu'on fait ici, on va les transmettre en Haïti avec les mêmes jeunes parce que le point commun, c'est un jeune reste un jeune, peu importe dans quel pays que tu vis. Fait que je m'amuse. Donc, c'est-à-dire on a tous les mêmes réalités. Les mêmes réalités, ouais. Ah, tout à fait. Alors, Franz, aujourd'hui, on parle de la délinquance. Sur le site d'information de la SPVM, Service de police de la ville de Montréal, j'ai pu lire que la délinquance commence chez les mineurs à l'école. Et une forte proportion de la criminalité juvénile aussi se produit à l'école. Comment pouvez-vous expliquer cela? Effectivement, chez beaucoup de jeunes, ça commence au primaire. Souvent, on va voir des jeunes qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui se ramassent avec des problèmes de confrontation, des problèmes, ils confrontent l'autorité. Ces jeunes-là sont souvent à la recherche d'identité, sont souvent à la recherche de leur propre personnalité. Ça nous arrive effectivement qu'on nous amène des jeunes. Pour X raison, il s'est fait prendre, exemple, à voler dans un dépanneur. C'est pas parce qu'il en a besoin. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Et souvent, ce sont des jeunes qui viennent de familles aisées. Mais il a besoin d'exprimer quelque chose. Un manque quelconque qui existe dans son environnement. Donc, c'est une façon de s'exprimer. Donc, souvent, ce sont des jeunes qui... la communication peut être à fleur de peau à la maison. Donc, souvent, ce sont des raisons qui vont amener ces jeunes-là à débuter très jeunes. Évidemment, il y a une panoplie de raisons. Donc, il y a aussi le fait que lorsqu'on vient d'un milieu extrêmement défavorisé, il y a l'entourage qui peut porter une espèce d'influence à cette direction vers la délinquance aussi. Mais c'est pas... donc, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que la délinquance n'est pas... c'est avant tout un problème de société. Souvent, on va stéréotyper la délinquance. OK, bon, c'est jeunes, immigrants, défavorisés. Et pour travailler avec des jeunes depuis longtemps, on voit clairement que la délinquance est un problème de société. Donc, on parle de jeunes qui peuvent venir du quartier Westmount. OK? Donc, ce qui est clair, c'est que c'est un cri d'alarme. Le jeune
il a un manque. Peut-être que c'est pas le même manque que celui qui vient, exemple, du quartier Hochelaga-Maisonneuve ou qui vient de Montréal-Nord, mais il y a un manque. Mais si ça commence à l'école, est-ce que ça pose le problème de la discipline à l'école ou bien le manque d'autorité de la part des acteurs du système scolaire, je veux dire? Non, moi, je dirais pas ça. Moi, je pense qu'à chaque fois que le jeune, là, il va à l'école et puis il se comporte pas bien, il fait un trouble d'opposition, comme on appelle ça, c'est le fait que il est à la recherche des défis. Il y a quelque chose qui est comme tantôt, comme Ali disait, c'est vraiment un manque, puis c'est un cri de demande à l'aide. C'est à chaque fois que tu vois le jeune n'arrive pas à fonctionner à l'école, il faut vraiment faire une analyse pour savoir, avant que ça se rende vraiment à l'école, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un père présent ou pas présent dans la famille? Est-ce qu'il respecte sa mère? Il faut voir, il faut vraiment creuser davantage pour comprendre pourquoi il va reproduire ce comportement à l'école, ou sinon, il veut seulement que ses parents s'en occupent de lui. Exactement. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va déranger à l'école. Fait que je pense que c'est plus ça, on pourrait dire que pourquoi que les jeunes... je pense pas que moi, j'ai quand même fait mes études au Québec, je crois que on a quand même un système assez bien quand même. J'ai bien dit quand même. Est-ce que vous avez flirté avec cette réalité-là quand vous étiez à l'école? Il y a quelque chose qui est pas mauvais dans ce que tu dis. C'est sûr que l'enseignement, exemple de, voilà, je sais pas, 20 ans, 30 ans en arrière, est un peu différent d'aujourd'hui. Exemple, l'autorité qu'on voyait, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, l'autorité qu'on voyait, exemple, lorsqu'on était au primaire, elle est complètement différente d'aujourd'hui. Le système a beaucoup changé dans le sens de, exemple, un professeur qui va sévèrement crier après un jeune pour le rappeler à l'ordre. Le jeune peut répliquer, peut dire qu'il y a eu abus ou quoi que ce soit. Donc, souvent, les professeurs d'aujourd'hui vont beaucoup marcher sur des œufs aussi. Okay? Donc, il y a cette réalité-là aussi, où ce que le professeur ou l'éducateur, l'intervenant va toujours réfléchir à comment faire son intervention aussi pour ne pas se mettre les pieds dans les plats. Sûrement, il va se retrouver face à l'enfant et à ses parents, parce qu'aujourd'hui, on parle d'enfants. Mais justement, Wanet, c'est ça que je comprends pas. Dans le temps, il y a 20 ans, dans les années 90, 80, que je connais très bien, il n'y avait pas autant d'intervenants que maintenant. Comme pourquoi avant ça fonctionnait bien. Ouais. Maintenant, on a plusieurs intervenants, beaucoup de personnes qui sont là pour nous accompagner. C'est à vous de répondre. C'est pour ça c'est pour ça que j'en ai m'expliquer que je crois que qu'est-ce qu'Ali disait, c'est tellement vrai, c'est que maintenant, les professeurs diraient que, comme on dit, non-intervention. Pourquoi le non-intervention? Parce que aussitôt qu'ils vont faire quelque chose, n'importe quoi qui peut arriver, il peut avoir une poursuite, il peut avoir une plainte, puis le gars, il n'est pas là pour ça, il dit, moi, je suis là pour éduquer les gens. Et aussi, je me rappelle, moi, je suis un produit de Saint-Michel, j'allais à l'école secondaire François Perrault, et aussi, on avait un monsieur, j'ai salué en passant, monsieur Berman Fleury. Berman Fleury, c'était un pilier dans la communauté, il était directement implanté dans l'école même. Si n'importe qui avait un problème quelconque, monsieur Berman Fleury arrive, dès qu'il parle, quitte tu avais un père à la maison ou il n'y a pas de père, il jouait ce rôle-là directement. Est-ce qu'on a ça encore? Je ne sais pas. J'ai bien dit je ne sais pas. Ouais. Mais on peut avoir beaucoup d'intervenants. Mais est-ce qu'on avait du monde comme M. Berman Fleury? Non, c'est très bon ce que tu dis. Effectivement, à l'époque, le professeur pouvait jouer plusieurs rôles. Et une réalité aussi, c'est que on parle de beaucoup de délinquance chez les jeunes garçons, mais ce qu'on remarque aussi, l'école d'aujourd'hui a beaucoup moins d'enseignants hommes que dans le temps. Donc, il y a un manque là-dessus aussi. Une des raisons, c'est que les hommes professeurs vont toujours réfléchir à 2 fois avant de devenir professeur, parce que souvent ils doivent marcher sur des jeux, donc il y a tellement eu d'histoires à propos de ça. Donc, moi, j'ai une jeune fille qui a 10 ans. Dans son école, je peux compter sur une main les hommes qui travaillent. Mais je pense que j'en ai vu 3, incluant le concierge. Parce que oui, on sait que... Donc c'est une réalité qui a
qui existent aussi. Donc, je trouve que les jeunes garçons, exemple, ont une plus grande difficulté à s'exprimer dans les écoles, à prendre leur place. Il y a beaucoup moins de modèles chez les écoles, du moins de ce que je vois. Alors, cela signifie c'est parce qu'il y a un manque directement de figures partenaires. Alors. C'est un sujet qui est très tabou, très fragile, parce qu'on ne veut pas faire traiter de sexisme, peu importe, mais c'est une réalité, il n'y a personne qui va en parler. Il y a un flagrant, parce que moi, où est-ce que je coach de basket à Montréal-Nord, avec des jeunes garçons que le père est absent, moi je fais tout, je travaille les 3 volets à l'école, à la maison et au gymnase. C'est les 3 volets que je travaille. Le plus souvent, si la police arrive avec un jeune, la mère, il va lui donner le numéro du coach. Est-ce que tu vois à quel point que le travail, qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas, que un coach, qu'est-ce qu'il fait? Il fait énormément, il contribue au développement de la société, malgré qu'il ne donne pas assez d'importance à tout ce que les coachs font. C'est incroyable, mais moi je pense vraiment que c'est un manque de figures partenaires, que ce soit dans la société en général, pas seulement dans la maison, mais c'est dans la société en général. Pour appuyer ce qu'Ali dit, mon fils aussi, j'ai un fils de 13 ans, puis je peux te dire, quand je rencontre un homme, je suis content dans son école. Je suis très content quand je rencontre un homme. Est-ce que c'est normal? Non, ça veut dire que moi, le fait que je suis présent, il faut que je joue le rôle des A jusqu'à Z, parce qu'il va me donner des ratements. Malgré que je joue ce rôle-là, il me donne encore déjà des ratements, vous comprenez? Il faut toujours redéfaire, redéconstruire, parce qu'un enfant, tout ce que tu l'apprends à la maison, il va le défaire devant ses amis parce qu'il veut se monter hot, il veut le faire accepter, et puis tout ça. Un enfant qui ne peut même pas s'exprimer à son père, où est-ce que tu vois qu'il va s'exprimer? À l'école. Il va le faire maladroitement. Il va penser qu'il pense que c'est la bonne façon de faire. Pourtant, ce n'est même pas la bonne façon. Mais qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il voit à l'école ou à la télévision? Alors, monsieur, ces temps-ci, on dit qu'il y a une augmentation de la délinquance chez les minorités racisées. Et selon vous, pourquoi? Oh, celle-là, je vais la répondre. si tu veux aller après, parce qu'il y a une augmentation... En particulier chez les minorités racisées, arabes, haïtiens ou noirs, etc. Moi, personnellement, pour travailler avec des jeunes en difficulté de différentes communautés, je dirais que non, c'est pas vrai. Parce que justement, on est minorité visible, donc elle est beaucoup plus visible, selon ce que je vois. Lorsqu'on rentre dans mon organisme, on va voir des jeunes de différentes cultures. Et effectivement, voyez-vous, c'est déjà arrivé que, exemple, des reporters, que ce soit Radio-Canada ou TVA, viennent faire un reportage à notre organisme. Et quand ils viennent, ils sont toujours abasourdis. Parce qu'ils rentrent, s'attendent à voir noir, arabe, peut-être espagnol. Ou latino, oui. Là, ils voient quelque chose de très mixte. Et là, parfois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire leur reportage, mais ils vont focusser leur caméra sur le groupe de noirs qui se trouve là. Donc les gens vont effectivement penser que, effectivement, c'est pas un problème de société, c'est un problème de culture. Et quand vous voyez ça, est-ce que vous arrivez à dénoncer ça? Il faut dénoncer, effectivement. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là, parce que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de noirs qui étaient en détention juvénile. Avec le temps, là, autant les Québécois, ils rentrent tout le temps, puis après ça, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, ça ne fonctionne plus parce qu'avant, ils nous donnaient des étiquettes. C'était nous autres qui étaient vraiment au niveau de la détention. Moi, je peux dire carrément faux. C'est pas vraiment chez là. La seule chose, par contre, je peux dire, je vais emprunter mon chapeau d'intervenant social. On peut le voir, il y a une augmentation des motifs de déplacement au niveau des abus physiques. Chez, par exemple, on peut dire que chez les minorités, ça, on peut le voir parce qu'il y a une méthode d'éducation qui est déraisonnable parce que les parents ils ne prennent pas le temps d'intégration, d'expliquer, regarde, au Québec, c'est pas acceptable de abuser les enfants d'une façon physique. Je pense que ça, je peux te le dire. Alors, vous parlez dans les centres de jeunesse? Oui, bien ça, c'est sûr. Ok, tout à fait. Et est-ce vrai ou bien est-ce fausse qu'il y a une augmentation de 75% de minorités visibles dans la population carcérale? Moi, je vois ça c'est les statistiques de 2016, là, c'est récent. Les statistiques, on peut les tourner on peut les faire parler de toutes les façons. Parce que, de plus en plus, il y a une augmentation tout simplement de l'immigration
au Québec. Que ce soit au niveau des Haïtiens, on parle afro de toute culture, que ce soit au niveau des Maghrébins ou latines, il y a une augmentation. Donc, qui dit augmentation d'immigration, il y a augmentation des délits dans tout. Dans tout. Donc, est-ce que vraiment, pour avoir été faire des conférences dans les prisons, à écouter ces statistiques-là, on pourrait penser qu'on va rentrer dans une prison puis on va avoir, je ne sais pas, 500 d'origine immigrante et il va avoir une centaine de Québécois de souche. C'est pas vrai. Pareil pour les centres jeunesse, on rentre dans les centres jeunesse, c'est pas vrai que la majorité des jeunes qui s'y trouvent, ce sont des jeunes d'origine ethnique. C'est pas vrai. Oui, est-ce qu'il y a un problème chez, exemple la communauté X haïtienne oui, il y a un problème de délinquance, comme qu'il y a un problème de délinquance dans d'autres cultures aussi. La délinquance est un problème social. C'est pas un problème de culture. On peut se retrouver dans la délinquance pour différents types de raisons. Il peut y avoir un jeune, exemple, qui vient d'Haïti ou qui vient du Maroc. C'est une question d'identité, une crise d'identité. Il arrive ici, il est pris entre les deux cultures. Ça va arriver souvent aussi. Moi, je suis arrivé jeune, j'avais 5 ans. Donc, je me suis adapté. Là, j'étais pris entre deux cultures, la culture québécoise, la culture haïtienne. Puis, en tant que jeune, tu veux prendre de ce qu'il y a de bon autant chez Haïtiens que Québécois. Donc, c'est un problème qui arrive, mais stigmatiser que la délinquance est un problème culturel, c'est extrêmement faux. Non, mais moi, je pense pas. Moi, comme je te dis, moi, je pense que c'est vraiment un problème de société parce que le mot délinquant, il est trop énorme. On peut même pas le définir exactement. Il faut définir le mot délinquant parce que il y a tellement de facteurs qui rentrent là-dessus. Pour le motif qu'un jeune peut rentrer, un jeune haïtien, c'est pas le même motif que le Québécois peut rentrer. Ça se peut aussi, ça va être la même chose. Mais moi, je peux te dire que je pense qu'ils ont gonflé pas mal. Mais est-ce qu'on a... Ça fait environ 7-8 ans que je n'ai pas travaillé à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une forte augmentation? Je peux te dire, quand j'étais là, je peux dire environ, on va dire 65-35 parfois. Je peux dire ça. Ça, je peux l'affirmer. 65 de quel côté? Pour les minorités visibles? Les minorités visibles, ça, je peux l'affirmer parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas les gens qui vont me dire, ce n'est pas dans les statistiques. Comme on dit, je les vois le jour, le soir, la nuit. Fait que là, je peux le constater. Mais c'est quand même grave parce que si on parle de proportion, donc en matière de proportion, il y a plus de blancs que de noirs au Québec. Et pourquoi il y a plus de noirs dans les prisons que de blancs? Justement, tantôt, il vient le dire, les problèmes d'intégration, les problèmes de tout, la frustration, le choc culturel. Tu viens d'arriver, on te déracine de chez vous. Comme moi, je vais prendre l'exemple, je suis arrivé au Québec à 10 ans, j'ai 40 ans, puis à 13 ans, mon père il a décidé. Fait que c'était le centre jeunesse qui voulait me prendre en charge parce que moi, je suis un mineur. Ils m'ont donné 2 choix. Tu t'en vas dans une maison en famille d'accueil ou sinon, tu retournes en Haïti, aller trouver ta mère. J'ai fait le choix de rester au Québec, dans une famille d'accueil. Ça veut dire tout ça. Ça pourrait, comme la frustration pourrait m'emporter, m'envahir, faire des mauvais coups que j'ai pas fait. Moi, je pense que c'est ces facteurs-là, ces axes-là, il faut, pour quantifier le pourcentage, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire combien de jeunes exactement que je peux te dire que leurs parents ne sont pas intégrés dans la communauté? Lorsque tu n'intègres pas dans la société où que tu vis, il risque d'avoir un impact sur tes propres enfants. Non, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas un problème d'absence des parents et le déchirement aussi? Parce qu'il y a beaucoup de foyers qui se sont divisés, des couples qui sont arrivés et qui, pour bien des raisons, se sont séparés et ces enfants se retrouvent au beau milieu de tout cela. C'est une des facteurs, effectivement. Les parents arrivent ici, oui, il y a des séparations qui se font, ou parfois les parents avaient nécessairement peut-être une meilleure situation en Haïti, arrivent ici, donc là, se retrouvent à faire une espèce de recul en arrière. Donc, les 2 parents travaillent, souvent ils ont 2 jobs chacun, donc c'est pas qu'ils sont négligents, mais l'argent doit rentrer, les sous doivent rentrer, donc ils ont beaucoup moins de temps à consacrer aux enfants.
En Haïti ou dans d'autres pays immigrants, ce qui est plus facile, c'est qu'on est une communauté qui élève les enfants. Donc, il y a le concept de famille élargie. Exactement. Famille élargie, il y a le cousin, il y a la cousine, il y a la tante et tout. Ici, c'est différent. Donc l'enfant est beaucoup plus laissé à lui-même, pas parce que les parents sont négligents, parce que les parents doivent faire le choix d'aller travailler, ok, pour rapporter les sous à la maison. Pour payer les factures. Exactement. Justement, d'où que je vais dire que moi, quand je fais mes conférences, j'ai toujours dit comme ça c'est fondamental, c'est plus au niveau de la famille. Je vais t'expliquer tantôt, je vais encore retourner sur le même mot intégration. Lorsque une famille est vraiment intégrée, ok, je vais t'expliquer. Moi, je ne suis pas prêt à dire que les enfants sont vraiment les êtres humains, parce que lorsqu'on est intégré, on peut encadrer les enfants pareil. Ça veut dire que l'enfant là, qui va te laisser à lui-même, tu peux le mettre dans un sport, tu peux le mettre, par exemple, au service de devoirs. Il y a plein de choses que c'est pas tous nos parents. Puis crois-moi, je peux te dire que à tous les années, ça change d'éducation. Hein. Qu'est-ce que tu as appris il y a 20 ans, ça veut pas dire que tu es capable encore de faire des devoirs avec tes enfants maintenant. Mais les choses ont évolué. Ils ont évolué, fait que là, ça vient faire, ça crée une difficulté. C'est pour ça, parfois, il peut y avoir une grosse confrontation entre l'enfant et ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents, ça se peut, j'ai bien dit, je vais être nuancé, ça se peut qu'ils ne comprennent même pas comment le montrer à faire ses devoirs, fait que tu risques de voir, bim, confrontation. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment que moi, je veux dire qu'il faut que les parents qui nous écoutent s'intégrer dans la société pour ce que vous vivez. Fait que quand tu t'intègres, les enfants aussi vont intégrer. Et aussi, il faut faire des choix déchirants. Moi, j'ai toujours recommandé que il y en a un qui travaille le jour, un autre qui travaille le soir. Il faut toujours y en avoir quelqu'un. Mais on ne peut pas être les deux travailler le soir. On peut comprendre qu'il y a toutes les difficultés au niveau financier, mais c'est des sacrifices. Il faut vivre, vaut mieux avoir une meilleure qualité de vie. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai dit tout le temps? Je vais le répéter sur cette tribune. Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, ils vont s'en occuper de toi. Si tu n'as pas le temps pour lui, il va continuer à faire des délais, il va te faire marcher au tribunal presque à chaque jour. Là, tu vas pouvoir prendre le temps d'aller parce que tu es obligé de l'accompagner au tribunal. Fait qu'il vaut mieux prendre le temps avant. Est-ce que la question de ressources aussi, parce que est-ce que le fait que beaucoup de parents qui arrivent ici, ils ne savent pas les ressources nécessaires, où aller pour tel service, ou aller pour tel autre service, est-ce que cela aussi ne met pas oui, c'est sûr que ça peut être les parents dans une manque, situation effectivement, le fait de ne pas savoir où sont les ressources. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui existent. C'est pas comme voilà 20 ans, c'est pas comme voilà 30 ans. Les méthodes sont différentes. Les ressources, il y en a énormément. Et un bon point que tu disais, Franz, c'est que du mieux que je me rappelle, voilà 20-30 ans, on disait, OK, l'école. Maintenant, on dit, OK, mais il faut les occuper. Oui, il y a l'école, mais intègre-le dans différents types d'activités. Ce qui est important, ce qui va empêcher ton enfant d'aller faire des conneries, c'est surtout de l'occuper. Fais-le faire du sport, il veut faire du ballet, va le faire du ballet, il veut faire de l'art, de la musique, mais fais en sorte qu'il puisse être occupé, avoir la tête dans une bonne direction. Tout à fait, ça, je suis d'accord. On va revenir sur la question d'orientation et comment encadrer les enfants dans leur voie. Parce que fort souvent, dans notre automatisme à nous, on veut que l'enfant soit médecin, soit avocat, soit ingénieur. Et pourtant, l'enfant a aussi des rêves, il a des désirs, on ne les encourage pas assez. Donc après la pause, on va revenir à cela. Alors, madame, messieurs, on va prendre une pause et de retour, on va parler de cette question pour enrichir la discussion aujourd'hui sur la délinquance. Madame, messieurs, de retour après la pause pour continuer notre discussion avec nos deux invités. Ali, tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance pour les parents d'encourager les jeunes dans leur choix ou bien dans leur voie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous comme boxeur et comme pratiquant des arts martiaux? Effectivement, les jeunes ont leurs rêves. Donc, tout doit partir bien sûr d'une communication. Il est important d'écouter les jeunes. Bien sûr, il est important de faire comprendre aux jeunes l'importance de l'éducation. Peu importe, même s'ils voudraient devenir justement un boxeur, ben, ça prend l'éducation qui va avec. Parce que
Donc, je regarde exemple, un des meilleurs exemples aujourd'hui, Brunu Surin, qui a été médaillé d'or, qui est un très grand représentant de la communauté haïtienne et de la communauté tout simplement du Québec. Si ses parents l'auraient empêché d'être ce qu'il est aujourd'hui, tout ce qu'il a accompli, probablement qu'il aurait fait autre chose, mais est-ce qu'il aurait été vraiment heureux? Ou peut-être tout simplement qu'il aurait pris une direction. Moi-même qui ai œuvré à travers les arts martiaux et la boxe, c'était une passion que j'avais dès mon enfance. Mon père m'avait fait comprendre que c'était une sottise de me diriger vers cette direction. Parce que, bon, il avait placé une ligne de conduite et je devais être tel métier ou tel métier. Parce que, bon, on parle bien sûr de parents qui ont immigré ici, donc ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants arrivent au sommet. On parle de médecin, on parle d'enseignant, on parle d'agronome ou quoi que ce soit. Donc, un jeune qui va dire qu'il veut être un artiste ou qu'il veut être un sportif, ce n'est pas un métier. Et pourtant, il y a des gens qui gagnent des millions avec ça. Qui gagnent des millions, mais effectivement, oui, c'est pas sûr. Moi, ça m'a amené à me perdre un peu aussi. Donc, moi, c'est en m'accrochant à ce qui était mon rêve, les sports de combat, arriver à gravir les gestions là-dedans et puis enseigner un jour, c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, le message que je lance, c'est de s'assurer, est-ce que votre enfant a un rêve? Est-ce que votre enfant a un but? C'est pas à vous de décider qu'est-ce qu'il va avoir comme but. Moi, j'ai ma fille, un jour, elle me dit qu'elle veut, maintenant, elle veut être, comment on appelle ça, YouTubeuse. OK, elle a un rêve. L'année passée, elle me disait qu'elle voulait être vétérinaire. OK, c'est parfait. Donc, je vais la pousser dans ce qu'elle a envie de faire. Ce qui est important pour moi, c'est que elle a des passions, elle a des rêves, elle a un but dans la vie. Si elle change de but à tous les années, ça ne me dérange pas. Quand l'enfant te dit « Ah, ben je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit », c'est là que ça devient une espèce de difficulté. Donc c'est de chercher à créer l'envie d'être quelqu'un, l'envie de réussir pour l'enfant. Oui, pour les parents, on sait que dans notre communauté en particulier, que les parents sont assez pauvres. Et c'est pour cela qu'ils travaillent plus et qu'ils travaillent davantage. Oui. Mais comment encourager les enfants dans leur voie, surtout quand ça exige de l'argent et si on n'a pas les moyens? Ben justement, fait que tantôt quand Ali parlait, il expliquait tellement bien. Puis là, moi, je voulais parler juste pour expliquer que la difficulté, c'est vraiment simple. C'est le fait que quand on tombe qu'un enfant il dit « je ne sais pas quoi faire », et non seulement il dit « je ne sais pas quoi faire », parce qu'il y a un problème de relation entre parents-enfants. Tu ne peux pas avoir un enfant chez toi qui dit qu'il ne sait pas quoi faire. Je préfère que l'enfant il change à chaque année, qu'il ne sait pas quoi faire parce que tu comprends de ne pas avoir des rêves, parce que chaque personne doit avoir des rêves. Et aussi, j'invite les parents à faire attention. Ce n'est pas les enfants de réaliser tes rêves à toi. Le plus souvent, c'est le réflexe. C'est les réflexes qu'on a. C'est comme le père, il voulait être avocat. Il n'a pas réussi pour X raisons, pour des problèmes financiers. Mais moi, mon fils, bon, tu vas être avocat. Il va conditionner le gars à être avocat. J'ai beaucoup d'amis qui sont devenus des professionnels. Ils l'ont fait seulement parce que leurs parents l'ont poussé. Ils voulaient qu'ils fassent ça. Ils ne travaillent même pas là-dessus. Ils voulaient faire plaisir à leurs parents. Fait qu'eux autres, ils ont dit, moi, je vais trouver ma propre voie. Il est temps de laisser les enfants trouver leur propre voie, de faire ce qu'ils aiment. Mais par contre, nous, comme parents, il faut toujours être là pour les encadrer, pour les accompagner à leurs rêves. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils ne font pas ta volonté, puis tu es démissionné de tes propres responsabilités. Moi, je pense que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu dis, le plus souvent, les parents, ils n'ont pas d'argent, mais ils voulaient que les enfants fassent des études supérieures. Je m'excuse là. Il faut vraiment... C'est ça aussi, c'est cette exigence-là qui va faire que les enfants, le plus souvent, qu'est-ce qui va arriver? Au coup de la route, ils vont abandonner. Il y a trop de pression sociale déjà et la pression familiale sur eux autres. Ils ont dit, si je ne réussis pas,
mon père qui a mis tant d'argent en moi, ma mère qui a mis tant d'argent. Est-ce que vous comprenez? Il faut prendre l'essence si on analyse à quel point que cet enfant-là, chaque jour qu'il doit rentrer à la maison, il doit garder ça en tête. Je suis condamné à réussir. Si je suis pas condamné, si je suis pas réussi, c'est toute la famille qui va écoper à cause de moi. Alors, Franz, précisément, ce que je voulais dire tantôt, imaginez que mon enfant ou bien l'enfant de tel parent veut être une danseuse de ballet. Donc, on sait que les cours de ballet, c'est 200, 300 piastres par mois. Et que ce parent-là ou ses parents n'ont pas les moyens de payer un cours de ballet à son enfant. Ou bien un garçon qui veut être hockeyeur et que les équipements de hockey, ça coûte cher. Comment est-ce que les parents peuvent encourager les enfants dans leur voie s'ils n'ont pas les moyens? Est-ce qu'il y a des ressources au Québec permettant aux enfants de pratiquer leur sport sans avoir l'argent, etc.? Effectivement, exemple, le bon point que tu dis, exemple, lorsqu'on parle de hockey, effectivement, l'équipement coûte très cher. Mais il y a la possibilité d'avoir des équipements usagés aussi. Et il y a des ressources qui existent, qui peuvent même faire des donations. Il y a des jeunes, exemple, moi je reçois des jeunes, parfois ils vont faire des demandes à la Fondation canadienne Tire pour se faire payer leur équipement. Donc, le parent, exemple, qui a certaines difficultés financières, peut se présenter au CLEC de son quartier, demander de rencontrer une travailleuse sociale qui vont l'aider, qui vont pouvoir financer certaines activités de l'enfant. Donc, des ressources, il y en a effectivement. Ce n'est pas tous les parents qui sont au courant des ressources, mais d'essayer de chercher à savoir où se trouvent les ressources parce qu'il y a des possibilités. La langue perd le terrain. Le français perd le terrain au Québec et au Canada. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, c'est-à-dire ce sont des allophones qui ne parlent ni français ni anglais et qui ont de la difficulté de s'intégrer et les enfants en subissent aussi. Mais comment peut-on faire pour pallier à cela? Moi, je dirais plus, c'est l'effet que. C'est le choix aussi des parents à faire. Un parent a le droit de faire le choix de parler une seule langue ou de ne pas parler une autre langue. Parce que les gens oublient ça. Les gens, ils sont le maître de choix qui me dit, moi je décide. Moi je connais des gens, des amis italiens, le parent il dit, moi je ne parle pas d'autre langue que l'italien. Tu comprends? Mais les enfants sont au Québec, ils doivent parler français pour s'intégrer, mieux vivre. Les enfants, ils vont parler français dans leurs écoles puis tout, mais le parent, il va continuer à les parler dans la langue qu'ils doivent parler. Moi je pense que c'est vraiment, plus qu'un enfant parle plus de langues, plus ça facilite aussi son intégration, sa relation avec ses pairs et la relation aussi avec l'autorité. Bien souvent, lorsque tu ne parles pas une langue, on pense tout le temps, on est en confrontation, on pense tout le temps, on nous accuse. Il y a beaucoup de choses qui découlent. Parce qu'il y a le problème des codes, parce qu'on ne connaît pas les codes. On n'est pas capable de décoder comme il faut. Quand la police nous intercepte, quand le professeur nous dit, regarde, tu n'as pas compris, tu dois... Il y a plein de choses. Je crois que c'est vraiment important que les parents puissent intégrer aller prendre des cours de français ou d'autres langues anglaises, parce que les enfants, à un moment donné, ils vont le voir. N'oublie pas, un enfant reproduit toujours le comportement de ses parents. Si ses parents ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent rien savoir, et toujours en train de parler, moi là, je ne veux rien savoir du français, l'enfant tranquillement, ça rentre dans sa tête. Moi aussi, je ne veux rien savoir du français. C'est vrai. Donc, pour poursuivre avec ce qu'il dit, je pense que la réussite, que ce soit des parents ou des jeunes, passe par l'intégration aussi. Le parent qui décide de rester à la maison, de ne pas sortir, d'aller faire face à la société, il manque sa chance. Donc, sortir de la maison, aller voir ce qui se passe au Québec, comprendre le système québécois, faire en sorte de pouvoir comprendre la culture, faire en sorte de pouvoir apprendre à parler français. Parce que effectivement, souvent, les enfants vont refléter ce qu'on fait. Donc, l'enfant voit que ses parents s'intègrent, fait face à la société, fait des démarches pour avancer dans la vie. Bien, il y a de grosses chances que l'enfant fait ses propres démarches aussi, inconsciemment. Donc des ressources pour s'intégrer, pour apprendre le français, il y en a, les centres communautaires, il y en a énormément. Aujourd'hui, c'est facile. On ouvre son Internet, on va sur Google et on trouve. Donc, l'intégration est possible. Donc, je pense qu'on ne parle pas d'assimilation.
On parle d'intégration, de comprendre où est-ce qu'on vit. On a décidé de partir d'Haïti pour arriver au Québec. Donc, il est important, c'est la moindre des choses que je dois comprendre le système dans le pays dans lequel je vis. Alors, et justement, juste 2 secondes, Warner, et aussi un enfant que ses parents ne sont pas intégrés, l'enfant va apporter tous les fardeaux. Ça veut dire un handicap pour ses parents, ce qui veut dire tous les services que les parents vont vouloir, c'est lui qui doit les faire. Ça veut dire que tu vois à quel point que lui, il va transporter ça, et la journée qu'il refuse, qu'est-ce que tu penses va arriver dans la famille? Il va avoir des problèmes. C'est très vrai. Est-ce que tu vois? Parce que lui, non seulement ça, parce que la journée que le gars, lui, qu'est-ce que ça va faire? L'impact qu'il va avoir dans la vie de cet enfant-là, il va comme son développement va moins se faire comme il faut. Parce qu'il va être toujours au service de ses parents. Lui, le temps qu'il devrait s'intégrer, ma mère a tel rendez-vous, il ne peut pas s'exprimer, il faut que je m'en aille là. Tu comprends? Ça veut dire que lui, il met sa vie en suspens pour ses parents. J'ai eu un jeune d'origine latine, effectivement, c'est exactement ce qu'il dit. Il avait ses propres rendez-vous, il devait accompagner sa mère à différents types de rendez-vous, il devait accompagner la petite sœur. Exemple, la petite sœur avait rendez-vous à l'école, mais il fallait qu'il y aille pour pouvoir traduire pour sa mère. Le jeune, lui, suivait notre programme scolaire. Mais ce jeune-là, donné, il en avait trop, il est obligé de quitter pour aller travailler aussi en plus. Donc, c'était trop de responsabilités. Il jouait à la fois le rôle de grand frère, de papa, de mari, de traducteur. C'était rendu trop pour lui. Donc, alors, si je comprends bien, mieux les parents sont intégrés, c'est mieux les enfants seront intégrés. Selon moi, c'est le meilleur service qu'ils peuvent rendre à leurs enfants. Moi, ça, c'est le meilleur service. Et puis plus tard, ils vont comprendre. Plus tard, ils vont dire, enfin, je pense que j'ai développé un bon citoyen. Parce que quand tu es intégré, tu peux être un bon citoyen dans cette société. Mais aussitôt qu'il y a de la résistance, il y a la confrontation, le refus dans tout, il va avoir des conséquences négatives aussi plus tard. Alors, France, puisque vous travaillez dans le milieu de centre jeunesse, etc., j'aimerais comprendre le rôle et la mission de la DPJ, parce que pour les parents des minorités en particulier, la DPJ est une bête noire. Je veux que le monde en soit clair, que je ne suis pas ici comme travailleur. Je vais le nommer, tu comprends, c'est clair. Parce que il faut toujours le nommer pour l'employeur, ne pense pas que je suis venu faire une entrevue en son nom. Moi, je parle au nom comme un citoyen engagé, que je vais expliquer aussi. Je vais expliquer que dans mes conférences que j'ai donné toujours les motifs des placements à la DPJ. C'est très clair, ils sont là pour protéger les enfants qui sont en difficulté. Comme j'explique tout le temps, les gens, j'ai dit, quand vous dites que la DPJ, c'est des voleurs d'enfants, puis tout ça. J'ai dit, mais oui, c'est des voleurs d'enfants. Mais quand tu as une petite jeune fille de 3 ans qui se fait abuser par ses parents, par ses frères, est-ce que vous le laissez Est-ce que toi, une fille, tu l'aurais laissé dans ce milieu-là? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que les gens ne comprennent pas encore. Avant qu'on enlève un enfant, il faut qu'il fasse le tour de la famille pour voir qui veut l'avoir. Est-ce que vous êtes séparés? Ok. Est-ce que le père peut l'avoir? Est-ce que la mère peut l'avoir? Est-ce que la grand-mère? Et plus souvent, les gens alentour, ils ne les prennent pas. Pourquoi? Ça, c'est une grande responsabilité. Il y a des rendez-vous. Il y a des choses à faire. Les réunions de parents. Il y a plein de responsabilités. C'est pour ça que quand on fait le tour, on ne trouve personne. Mais cet enfant-là, il n'est pas demandé d'être là. Il faut que quelqu'un s'en occupe. On peut le mettre dans un foyer d'accueil, ou on peut le mettre dans une famille d'accueil, ou sinon on peut le mettre dans un centre, parce que cet enfant-là, il a droit à protection à tout le monde. Ça, c'est les choses. Les choses que les gens ne comprennent pas le plus souvent. Ils pensent que les enfants, ce sont des adultes. Les enfants ne sont pas des adultes. Je vais donner un exemple concret. En hiver, tu es parent, tu vas commencer à travailler à 7 heures le matin. Tu laisses les gants, les foulards, puis tout ça à l'enfant, puis les bottes, tout ça. Tu dis, là, tu dois mettre ça. On va prendre l'exemple 8 ans. Tu dois mettre ça avant que tu sors pour aller à l'école. OK? L'enfant, lui, là, il a eu comme ça à l'école. Pas de gants. Pas de manteau. Pas de sucre. Qu'est-ce que tu penses que le professeur doit faire? Il va faire un signalement. Aussitôt que le professeur fait un signalement, il est dans l'obligation de le faire. Aussitôt qu'il le fait, on va crier au racisme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je veux quelqu'un mettre dans le contexte en mois de février, 20 février, moins 30 dehors, tu dis à ta fille, oublie pas, il faut que tu manges, encore pire, il faut que tu déjeunes.
L'enfant il n'a pas déjeuné, il arrive à l'école, il est affamé, il prend la nourriture des autres. Il mange. Écoute donc, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Il fait ça plusieurs fois. Je t'explique, qu'est-ce qui se passe dans cette famille-là, tu comprends? C'est tout ça. Et là, les parents, le premier réflexe, j'entends qu'il dit tout le temps, c'est parce que l'enfant est méchant, tout était là. Mais tu t'es pas assuré Qu'il mange avant d'aller à qu'il l'école. mange à l'école. Toi, tu te dis qu'il va être capable. Je pense que c'est ça qu'il faut déconstruire dans la tête des gens. Il y a des motifs comme ça qui font en sorte que... Je donne un autre exemple, un autre motif encore. Les canettes vaccins, les rendez-vous. Tu n'y vas même pas. Des fois, ils oublient, ils ont d'autres occupations. C'est pas une excuse devant un juge. C'est une obligation de s'assurer que les enfants ils reçoivent le canet vaccin à jour. C'est ça qui va permettre son développement comme il faut dans la société. C'est beaucoup de choses comme ça que les gens, c'est des techniques qualité qu'ils ne comprennent pas. Et puis, ils font toutes... par contre, ils ne diraient pas combien de personnes à la DPJ qui ont réussi aussi, qui ont passé à la DPJ, sont rendus des bons citoyens dans la société. Alors justement Franz, parce que à cet effet, on dit, le plus souvent, on enlève les enfants dans leur maison, bien chez leurs parents, pour telle ou telle raison, mais on dit que ces enfants-là deviennent pires, au pire, les délinquants après. Ben moi, Parce qu'ils sont mal encadrés, pas de surveillance dans les centres jeunesse. Je ne suis pas d'accord mal encadré, je vais tout expliquer, je ne suis pas d'accord mal encadré. Si je rentre en prison parce que, écoute bien, si je rentre en prison parce que j'ai fait un vol de char, ben j'ai tellement fait un vol de char. Mais tous les autres qui sont avec moi, ils ont fait plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses qu'on va parler? Comment tu as fait pour faire le vol de char? Ah, j'ai fait telle affaire. Comment tu as fait pour faire telle affaire? C'est comme ça qu'on dit que le jeune est dans une école de crime, il apprend par ses pairs, fait qu'à la place maintenant, il savait seulement voler un char. Maintenant, quand il va sortir, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il a déjà le diplôme. C'est ça que le monde oublie. Est-ce que c'est la faute du système? Oui, la faute du système. Le système a une part de vérité à faire aussi là-dedans. Mais est-ce qu'on a de la place où on va dire qu'on met seulement tous les voleurs de chats une seule place et puis on va mettre tous les vendeurs d'une seule place? Ça ne marchera pas là. C'est trop facile ça. Il y a une amélioration quand même qui se fait au niveau des centres jeunesse. Le système n'est pas parfait, le système est toujours appelé à être amélioré. Ce qu'on voit de plus en plus, exemple, il y a un des centres jeunesse qui existe qui s'appelle le Mont-Saint-Antoine. On retrouve beaucoup des jeunes au niveau de la protection jeunesse. C'est des jeunes surtout qui ont eu des problèmes au niveau familial. Okay? On va voir un peu plus vers Cité des Prairies. Là-bas, il y a un peu plus de jeunes qui sont là pour au niveau criminel. Donc, on fait différents types de délits. Et avant, il y avait un peu plus de mélange. Effectivement, il y a toujours un risque. Exemple, le jeune qui rentre parce qu'il a des problèmes familiaux et est à côté, est dans un milieu avec des jeunes qui sont criminalisés. Il y a une possibilité, parce que bon, ces jeunes-là sont quand même influençables, il y a une possibilité. Donc, il y a toujours un risque. Les centres jeunesse n'est pas un milieu pour se faire des amis de crime. Il y a toujours cette possibilité-là. De mettre toute moi j'ai la misère parce que... Je peux pas, exemple, demain ma fille se retrouve en centre jeunesse. Ça va être facile de mettre le blâme sur les centres jeunesse. Mais avant tout, comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés là? Où est ma part de responsabilité? Est-ce que j'en ai une ou j'en ai pas une? C'est facile de se dire, ouais, mais là, ils font pas du bon travail avec mon enfant, ils font pas ci, ils font pas ça. Oui, effectivement, un jeune ne devrait pas être en centre jeunesse, le jeune devrait être avant tout chez ses parents, mais dans un milieu encadré, dans un bon milieu. Je suis sûr pour Franz aussi c'est pareil. Il y a des jeunes que j'ai vus malheureusement qu'ils étaient mieux en centre jeunesse à l'extérieur. À l'extérieur ou encore dans leur milieu familial. Alors, c'est juste 30 secondes pour ajouter ce qu'il dit, c'est tellement important. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà posé la question. Pourquoi Franz n'était pas devenu éducateur, tu es devenu travailleur social? Moi, c'est important pour moi, les causes qui font que le jeune se rend jusqu'à là. C'est facile de dire que le système ne s'occupe pas de mes enfants. Est-ce que tu vois la différence? D'accuser le système. Mais toi, tu étais où? Tu étais où pendant tout ce temps-là qui se rend là? Tu vas dire que c'est un enfant qui était bien éduqué, c'est l'école qui a tout, blablabla.
on met tout le temps la faute sur quelqu'un sans regarder nous-mêmes qu'est-ce qu'on a mis en place. Bon, comme on a parlé de différents défis pour les parents, l'intégration, le travail, pas assez de temps, etc., qui ne connaissent pas toutes les ressources nécessaires. Est-ce que tu On sais qu'il comprend y a des... c'est un enchaînement. Est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes qui viennent de finir leur sentence ou peu importe, ils recommettent un autre délit juste pour rentrer parce que ça va leur permettre d'avoir un toit, ça va leur permettre d'avoir quelque chose à manger, avoir un encadrement. Qu'est-ce que les gens connaissent de la Sainte Jeunesse? Sainte Jeunesse, là, t'as un médecin, t'as des infirmières, t'as des dentistes, t'as un psychologue, t'as tout. Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un à l'extérieur, il y a de la difficulté à avoir, ils les ont. Fait que moi, je prêche pas pour ma paroisse parce que c'est mon employeur. C'est juste que moi, je suis là pour relater les faits. Les jeunes sont bien encadrés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils se fréquentent leur père? Ça, c'est pas... moi, je pense pas, je suis pas capable de dire que ils sont devenus pires à cause qu'ils étaient là. Moi, je dis que les parents devraient regarder aussi qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça. Et analyser leur échec aussi. Oui, ces derniers temps, on parle de la hausse du taux de fugue dans les centres jeunesse. Et on dit même que ça devient un lieu de recrutement pour les proxénètes. Ça, c'est pas vrai. Ça, malheureusement, j'ai eu la chance de rencontrer la ministre à cette époque-là. Ça a été de la fausse, ça a été de la désinformation. Donc, c'est impossible, c'est impensable qu'il y ait un recrutement qui se fait à l'intérieur des centres jeunesse. Non, pas à l'intérieur, mais on dit, puisqu'ils sont là, ils sont plus faciles à être recrutés. Ou elles sont plus faciles, si on peut dire. C'est impossible. Oui, effectivement, il y a plus de fugues. Il y a eu un certain temps qu'il y a plus de fugues. Là, il y a eu un resserrement qui s'est fait. Puis ce qui arrive aussi, c'est... Moi, j'ai déjà été en centre jeunesse. OK? Moi, quand j'étais en centre jeunesse, c'était très difficile de fuguer. OK? C'était très, très, très serré. Il y a eu beaucoup de plaintes comme quoi que c'était trop serré. Il y a eu un relâchement qui s'est fait. Il y a eu... Pas un relâchement, mais pour répondre à ça, OK, je me rappelle, il y a eu certains reportages, certains documentaires qui ont été faits qui disaient que c'était trop encadrant. Comme de la prison. Trop, exemple, dans une direction de prison. Là, on laissait plus de portes ouvertes. Lorsqu'on laisse plus de portes ouvertes, il y a plus de possibilités de fugue. OK? Donc, ce qui est très normal. Donc, lui, avoir travaillé directement dedans. Mais moi, justement, je vais te donner une autre clause, tu vas comprendre, quand il parle de fugue, excuse-moi, quand il parle d'augmentation des fugues, tu sais c'est quoi l'augmentation des fugues? Je vais te l'expliquer. Écoutez-moi. On a entendu tout ça en 2015 et en 2016. Non, je vais t'expliquer c'est quoi l'augmentation des fugues. L'augmentation des fugues, la jeune fille ou le gars, il y a une sortie, il doit revenir à 4 heures. Exactement. Il est arrivé à 4h05, 4h10 ou bien 4h30. C'est considéré comme une fugue. C'est une fugue. Obligatoire. Est-ce que tu vois comment ça... Est-ce que tu vois comment ça gonfle? Et quand il y a les numéros à communiquer, parce que la fille, 24 heures, 48 heures, 72 heures et plusieurs jours, elle ne rentre pas. Je veux dire, il fut un temps où exemple, admettons que la jeune fille avait fugué, tu as appelé la police 1 heure plus tard, la police disait, ouais, mais il faut attendre 24 heures. Il fut un temps. Parce que il y a eu des blâmes qui s'est fait au niveau des postes de police aussi, OK, de la police. Donc, pour rectifier ça, maintenant, justement, OK, elle a fugué 1 heure, ça fait 1 heure qu'elle est supposée être au centre. J'appelle, elle est déclarée en fugue. Donc là, la police va entamer les démarches. Okay? Donc, lorsqu'on parle d'augmentation de fugue, on parle, c'est des points comme ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de fugue dans les exemples, dans les 5 dernières années? Moi, je ne suis même pas prêt à dire ça, parce que moi, je veux dire que je ne suis pas prêt à dire ça, mais le fait que aussi, les intervenants, ils ont peur que les jeunes se mettent en risque aussi. C'est pour ça que le plus souvent aussi, ils ne veulent pas se faire blâmer. Fait que on est facile à gâchette, facile à déclarer tout de suite. Mais moi, je pense que je ne pourrais pas dire qu'il y avait une augmentation de fugue. Moi, j'avais une jeune fille, elle avait rendez-vous pour venir s'entraîner. Elle partait de Laval. Exemple, elle avait rendez-vous, elle devait arriver à 4 heures. 4h30, les centres jeunesse sont appelés pour voir si elle était là. Elle dit non. J'ai dit non, elle n'est pas là. Attendez, peut-être qu'elle est en route. 5 heures, ils ont appelé. J'ai dit non. Là, ils l'ont déclaré en fugue. Elle est arrivée à 6 heures.
Je comprends. Alors, c'est des Là, elle est partiels, si on peut elle dire. est 6 heures. Là, elle est retournée au centre, mais elle a dû avoir des conséquences. Elle n'était pas en fugue, Des sanctions. mais elle a été déclarée en fugue. Donc elle rentre tout de suite dans les statistiques de fugue, mais elle n'a pas été en fugue. Est-ce que c'est ça? Alors, il y a une exagération là-dessus. Alors, monsieur, on arrive au terme de l'émission, mais j'ai une dernière question à vous poser. Et comment est-ce que... qu'est-ce qui peut aider les jeunes, tout au moins, à se détourner de la délinquance? Bonne question. Moi, je pense que le fait de un, l'encadrement, de un, la communication avec tuteur ou parents, et le plus possible à l'écoute, le plus possible encadré, le plus possible faire en sorte que les jeunes soient occupés. Occupés, mais à des choses qui les intéressent aussi. C'est ce que je peux... Bon, moi, je vais dire que juste avoir une présence masculine dans la maison, ça aide beaucoup. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Et comme j'ai toujours dit que faire du sport, c'est un prétexte pour enlever les jeunes de la délinquance. Ça, c'est deux. Et d'autres choses aussi, tantôt, comme on dit, beaucoup d'accompagnement. Il faut avoir une bonne relation avec ses enfants. Une bonne relation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement que tu me parles quand ça va mal. Il faut que tu me parles aussi quand ça va bien. Il faut qu'on est capable de rire ensemble. Il faut que les parents soient capables d'aller prendre une crème glacée à leurs enfants. Il faut que le père est capable de souligner l'anniversaire de ses enfants. Comme l'enfant aussi peut faire la même chose. C'est des petites affaires comme ça qui vont faire en sorte quand le jeune va arriver pour face à une situation, il va dire, mais non, je ne peux pas faire ça avec mon père, je ne peux pas faire ça avec ma mère, parce qu'ils ne vont pas être contents de moi, ils ne vont pas être fiers de moi. Mais moi, je pense que c'est vraiment la base, travailler à la famille, et pas seulement le père. Je vais donner un petit exemple très clair, c'est les faits, comme on conclut, pourquoi c'est toujours la mère qui fait les devoirs avec les enfants. Quand c'est la mère qui fait les devoirs, il est en train de développer une relation avec son enfant. La journée que la mère va avoir une difficulté, il va avoir le père ne serait même pas parfait. Moi, tout ce que je souhaite aux parents qui nous écoutent, change parfois les rôles. Parce que tu es en train de développer une relation avec tes parents. Tu vas le voir, à la place que le père va se dire, crétin, t'es imbécile, tu sais pas ça, comment ça tu sais pas ça? Mais la mère, là, elle a travaillé, elle sait comment parler. Mais toi, le fait que tu n'étais pas là, moi, je pense qu'il faut parfois inverser les rôles pour faire les devoirs. Et puis, je pense que ça va faire une meilleure communication à la maison. Moi, je vous le souhaite. Partout, quand je donne des conférences, je dis que la relation parent-enfant, ça permet que le jeune devienne un bon citoyen, honnête, dans la société, pour le bien-être de la société. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Franck. On va terminer. Et Ali, un dernier mot pour conclure. Je pense que Franz a pas mal bien compris la chose. Je repèserai en disant que la délinquance, les jeunes en difficulté, n'est pas un problème de culture, donc c'est un problème de société. Les jeunes doivent être encadrés. Essayer le plus possible de faire ce qu'on faisait chez nous, d'être une équipe, d'être un village qui élève nos enfants, quoi. De bien s'entourer. Oui, exactement. Franz. Moi, je voulais juste seulement dire que la délinquance, c'est un problème de société. Si vous voulez vraiment aider les jeunes, on va commencer par la maison. Après ça, on va, tous les autres acteurs, les coachs, puis les intervenants, on travaille ensemble. Je crois que si toute la société pense vraiment, et moi je crois vraiment, si la société avait vraiment penché sur ces questions-là d'une façon réellement, on pourrait améliorer. Mais je sais qu'on fait déjà un bon travail, surtout avec les gens qui sont passionnés. Mais moi, je pense que c'est un problème de société qui peuvent régler si tout le monde, tous les acteurs sont à la bonne place. Merci, messieurs. Madame, messieurs, pour reprendre les propos de Ali Nestor, notre invité aujourd'hui, la délinquance est un problème de société et non un problème culturel. Et pour pallier à cela, chacun doit jouer son rôle, à commencer par vous, les parents. Sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments et de belles soirées. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission, Les Beaux Dimanches. Bye bye.